saluer Madiambal Diagne parce que franchement, et je le dis tout haut ici, je viens de quitter les séances à l'Assemblée nationale puisque comme vous le savez, on est en pleine session budgétaire. Mais ce que nous faisons ici cet après-midi n'est pas moins important que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc Madiambal, je suis venue comme ta sœur, je suis venue te saluer, mais surtout saluer la fécondité de ta réflexion. Je n'ai jamais su comment, quand, où tu trouves le temps d'écrire, franchement. Et Dieu sait que maintenant je suis un peu éloignée des livres, c'est d'ailleurs un reproche que je me fais, mais vous savez, quand on est dans la politique et qu'on tombe dedans, on a fini par être envahi par des choses qui parfois ne sont pas essentielles, mais qui vous prennent tellement de temps que vous passez à côté des choses essentielles. Mais il se trouve que tous tes livres, je les ai lus. Je les ai lus et ce dernier-là, qui nous vaut le plaisir d'être ici cet après-midi, je l'ai lu goulûment. Je l'ai presque avalé. Jusqu'en 2 jours, quand mon fils, Serigne Saliou, m'a fait le plaisir de m'envoyer quelques exemplaires, je me suis jetée sur le premier. Et je n'ai plus arrêté. Et pour tout te dire, même pendant les sessions de l'Assemblée nationale, en cachette, quand le débat commençait à être un tout petit peu ennuyeux, je me jetais sur quelques pages du livre, pas pour le lire tout de suite, mais pour chaque fois, comme une enfilade de colliers de perles précieuses, découvrir page après page qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Ce livre est un roman. Donc, je pense par essence, et je parle sous le contrôle de Ibou Fall, qui est peut-être plus outillé que moi, et qui a l'intelligence, lui, de connaître tout le monde en se cachant. C'est ça les journalistes de la radio et de la presse écrite. Ils n'apparaissent nulle part, mais ils sont toujours, tout le temps avec nous et chaque matin du monde avec nous. Donc, ce livre, je l'ai lu et quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais qu'est-ce que Madiambal est en train de raconter? Est-ce que c'est une histoire vraie qu'il a vraiment vécue ou est-ce que c'est un roman qui est né de sa fertile imagination? Et je pense que c'est les deux à la fois, le roman aussi né d'imagination fertile. Mais il se trouve que dans ce roman-là, on retrouve des passages d'une réalité à la limite qu'on peut saisir, tellement qu'on se dit, mais on l'a vécu quelque part, on l'a vu quelque part, on l'a su quelque part, on me l'a raconté quelque part. Donc, après avoir fermé ce livre, on se dit, mais est-ce que c'est une fiction de Madiambal ou est-ce que c'est une réalité qu'il a vécue et qu'il est en train de nous transmettre? Parce que les personnages de ce roman, ils sont vrais. Ils sont même plus vrais que la vérité elle-même. Et nous, les juristes, et Madiambal en est un, on a l'habitude de dire qu'avant que quelque chose ne soit vrai, il faudrait qu'elle soit d'abord vraisemblable. Tout est vraisemblable dans ce livre parce que tout est vrai. Les personnages sont vrais. Quand je vois Thierno, moi, il me rappelle mon Fouta natal. Comme tous les Thierno du Fouta, ils sont dans son rigorisme, dans sa capacité à enseigner, à transmettre ce savoir tel que lui-même il l'a reçu. Et vous le racontez, l'ancêtre, Abou Bandel, je crois, qui a tout transmis jusqu'à ce Thierno et qui lui-même, avant de partir, se fait un souhait maladif de transmettre le savoir à son fils, ses épouses, mais bien évidemment Kétiel qui s'appelle Aïssata comme moi. Et ce matin, je disais à Madiambal, je ne sais pas pourquoi il a écrit Aïssata et non Aïssatou. Parce que très souvent ici, dans l'univers wolophone, à partir de Saint-Louis, les Aïssata, on les appelle Aïssatou. Et quand je suis arrivée à Dakar pour commencer ma 6e au lycée Kennedy, les gens écrivaient Aïssatou naturellement parce que c'est ça qu'ils savent et qu'ils entendent prononcer. Et mon père me dit non, tu es Aïssata. Tu n'es pas Aïssatou. Je lui dis mais papa, quelle est la différence entre Aïssata et Aïssatou? Il dit parce que chez les Peuls, il n'y a pas le ou. Ils disent Aïssata. Alors si tu te fais appeler Aïssatou, tu vas perdre une partie de ton identité. Impose-toi comme Aïssata et les gens finiront.
Et exactement, Ketchel, elle s'appelle Aïssata, comme tous les Peuls prénomment les Aïssatou. Et après, on lui trouve un sobriquet. Comme les Peuls aussi savent trouver le sobriquet. Le sobriquet, c'est Ketchel. Que veut dire Ketchel? Ketchel, c'est la dernière née. C'est presque le bébé. Mais tu l'expliques bien. C'est l'enfant chéri de son père, parce que son père l'appelle Nénam. Nénam, ça veut dire ma maman, presque ma maman à moi, toute seule. C'est pas Sunu Yaï, c'est pas Sama Yaï même, c'est même plus possessif que ça. C'est Sama Yaï Manrek, beaucoup à Ken. C'est ça, Nénam. Et voilà comment tu trouves l'expression dans la profondeur de ce que les Foutanké traduisent pour le dire dans le livre. Et c'est pour ça que je dis, moi, une enfant du Fouta, je lis ce livre et je dis, mais c'est vrai, ces personnages sont vrais parce que je les ai connus dans mon passé, parce que je les ai rencontrés. Jusqu'à Issa Abou, et tu expliques pourquoi Issa il est Abou. Parce qu'au Fouta, et la scène se passe dans un village qui s'appelle Wuro Demba. Au Fouta, les noms de famille sont rarement utilisés. Le nom de famille, c'est très souvent le prénom du père. C'est le prénom du père. Donc, on va dire, je dis là, Mahmoud Ibra, parce que Ibra c'est le père et Mahmoud c'est le prénom. Le cas ne viendra qu'après. D'ailleurs, ils sont deux côte à côte là, presque des jumeaux. Je ne sais pas si c'est le hasard du protocole ou c'est parce qu'ils ont voulu être ensemble. Voilà. Bon, il y a Mamadou Ibra et Mahmoud Ibra. Je reviens à ce que je disais. Les deux, Mamadou et Mahmoudou, finissent par le prénom du père. C'est exactement ce qu'il a dit de Issa Abou. C'est également une réalité vraie dans le Fouta. Et puis il y a cette belle Drianké qui arrive avec les clés de sa Mercedes, avec son argent, très pompeuse, qui ne se presse pas, qui a l'argent qu'il faut et qui fait tomber Tierno le rigoriste, sous son charme. C'est également quelque chose que nous connaissons très bien et que nous avons vécu. Voilà pourquoi je dis les personnages sont vrais. Mais les problèmes aussi sont vrais. Les problèmes qui sont racontés dans ce livre, ils sont même parfois plus vrais que la vérité elle-même. Que raconte ce livre? L'histoire de Ketchel, de Aïssata. Aïssata qui vit dans un milieu conservateur, mais qui subit la violence d'un viol. Même si toutes les jeunes filles ou toutes les jeunes femmes n'ont pas subi un viol, on en connaît nous tous les jours qui se racontent, qui ont vécu ces épreuves-là. Ils auront embrassé tout le Coran, mais les femmes, c'est juste 3-4 versets. De quoi s'acquitter de ses devoirs religieux et qui bien évidemment après la nuit de noces ne reviendra plus jamais parce que tout sent dans l'écriture le juriste qui parle. Mais bien évidemment qui dénonce la lenteur des procédures judiciaires avec ce juge d'instruction qui jamais n'instruira et voué aux gémonies par son père et voué aux gémonies par son père, le Tcherno, qui n'a pas accepté qu'elle puisse avoir cette grossesse hors mariage, qui n'a surtout pas accepté d'abord l'infanticide, ensuite la grossesse hors mariage, et qui l'a fait partir de la maison familiale. Mais elle ne part pas seule, elle part maison familiale. Mais elle ne part pas seule, elle part avec sa mère. Ça aussi c'est une réalité. Quand l'enfant réussit par les grâces de la maman. Mais quand l'enfant échoue, l'enfant a échoué parce que sa mère doit être elle-même l'auteur de l'échec. Et Tierno sort Aïssata et sa mère du domicile. Et voilà qu'elle part à l'aventure. Et l'aventure se promenait à Saint-Louis, où je trouve d'ailleurs, dans l'imagination de Madiambal, qu'il pense que les femmes, elles sont courageuses, elles sont fortes. Elles sont ce qu'on appelle maintenant dans notre vocabulaire post-Covid, elles sont résilientes. Et Ketchel et sa mère essaient de recréer un univers. Elles essaient de s'en sortir. Elles essaient d'oublier cette tragédie familiale. Et elles font leur petit business qui, à mon avis, aurait pu marcher, mais elle est tentée maintenant par l'autre fléau qui est l'immigration irrégulière. Et Ketchel veut s'exiler. Mais je me rends compte qu'elle a sa personnalité. Elle ne veut pas prendre les pirogues. On lui propose les pirogues, elle dit non. Avec cet océan
qui est devenu un cimetière sous nos yeux, je ne prendrai jamais le risque de passer par la pirogue. Elle prend le chemin du Nicaragua. Elle prend le chemin du Nicaragua et vous l'expliquez, mais c'est la première fois que je comprends maintenant pourquoi tout le monde veut aller au Nicaragua. Et pourtant, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua à l'époque aux Nations Unies. Mais tu expliques que, parce qu'entre nous et Nicaragua, il n'y a pas de visa, que le passeport sénégalais, il est accepté directement au Nicaragua. Mais c'est le paradis pour tous ceux-là qui veulent partir et que les visas emprisonnent chez eux. Donc, elle va au Nicaragua parce qu'arrivée à Managar, elle peut aller sortir, aller aux États-Unis sans qu'on lui demande un quelconque visa. Voilà donc camper le décor qui est un décor vrai, identifier les personnages qui sont les personnages. Dans un amphithéâtre en Argentine, je suis venue développer une conférence publique autour de Bakary II et de son épopée. Est-ce vrai? Est-ce du fantasme? Est-ce de la légende? Moi, je suis beaucoup plus encline à penser que c'est vrai, parce que c'est des sociologues, en l'occurrence Pathé Diagne, qui l'écrit et qui le décrit. Et parce que personne ne dit le contraire, personne ne dit que ce n'est pas vrai. Et parce qu'on retrouve des traces de Noirs qui ont vécu en Amérique latine et qui, peu ou prou, ont les mêmes habitudes, les mêmes pratiques culturelles. La raison pour laquelle je dis, est-ce un roman? Est-ce une fiction? Et moi, ou est-ce qu'une réalité? Et ça m'a fait penser à notre film Bamako. Quand on faisait le film, le réalisateur n'arrêtait pas de nous expliquer que c'est un film vrai. Je lui dis, mais c'est pas vrai, que c'est quoi un film vrai? Tu veux raconter une histoire ou tu veux décrire une réalité? Il me dit les deux. Je raconte une histoire à partir d'une réalité que je connais. C'est exact. Et je vois Madame Ndiaye dans le public. Et il m'a fait inviter à un dîner avec le président de la... qui me dit, mais ce film-là, quelle idée vous a pris d'aller le réaliser, le tourner? Je dis, bon, parlez au réalisateur. Et je lui ai expliqué, Madame, tu te souviens, non? C'est toi qui m'avais dit de venir répondre à son dirigeant. Je sais pas.